Voilà, très bien. Là, nous prenons des révisions. Ça va aller un peu dans tous les sens. Et à la demande générale, nous commençons évidemment par les acides alpha-aminés. Les acides alpha-aminés. Les acides alpha-aminés dont voici la structure retenue R, CH, NH2, COOH. Pourquoi c'est un acide alpha-aminé? Parce que c'est un composé polyfonctionnel, composé de deux fonctions. Une fonction carboxyle définissant la famille des acides carboxyliques et le groupe amino définissant la fonction des amines, les deux fonctions étant liées au même atome de carbone appelé carbone alpha. Étant entendu que ce R, il peut être substitué par un hydrogène, sinon, sauf indication contraire, nous retenons un groupement alkyle carboné CnH2n plus 1. La nomenclature vous est exigible, à savoir qu'on peut partir de CH3, CH3, CHNH2, COOH. En termes de nomenclature, le premier carbone, il est là, 1, 2, 3, 4. Évidemment, c'est acide, 2 aminos, 2, position 2, aminos. Le groupement méthylé au carbone numéro 3, 3 méthyl, 1, 2, 3, 4, butanoïque. Butanoïque. Ce que nous retenons, dans le cas où R vaut H, nous avons HCH, NH2, COOH, c'est le plus simple d'entre eux, c'est l'acide de amino-éthanoïque. Acide de amino-éthanoïque. Comme nous allons le voir, c'est le seul qui ne dispose pas d'un carbone asymétrique. Au passage, un carbone asymétrique, le plus souvent représenté par C astérix, c'est un atome de carbone tétragonal lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Tant que R est différent de H, ce carbone, il est asymétrique. La molécule disposant d'un carbone asymétrique, nous allons dire de cette molécule qu'elle est chirale. Étant entendu, ça c'est au passage, la chiralité n'est pas implicitement liée à la présence d'un carbone asymétrique. Mais on retient, on note qu'on justifie la chiralité d'une molécule à notre niveau et au niveau du programme, on justifie la chiralité d'une molécule par la présence d'au moins un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique est un atome de carbone tétragonal lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Ainsi, si la molécule est chirale, on peut vous demander de représenter les deux énantiomères associés à cette molécule. Nous partons d'une représentation globale, à savoir R, CH, NH2, COH. En supposant que R est différent de H, là nous avons un carbone asymétrique. Il serait intéressant, en représentation de Cram, de faire la représentation suivante. Les deux liaisons sont sur le plan du tableau. Nous pouvons les avoir comme ça. Une liaison est derrière le tableau, l'autre liaison est devant le tableau. Nous pouvons écrire que NH2 ici, nous avons H, nous avons R, évidemment, et là nous avons COH. L'image de cette molécule à travers un miroir plan et qui ne lui soit pas superposable constitue son isomère, son énantiomère. Là, nous avons toujours COH, le H est là, là nous avons R, et légèrement décalé ici, nous avons NH2. Les deux molécules suivantes, à savoir A et B, ce sont des énantiomères, à savoir image, cette molécule B et l'image de la molécule A à travers un miroir plan, mais il ne lui est pas superposable. Ce sont des énantiomères. Ils ont même propriété, il se trouve qu'ils ont même propriété physico-chimique. Ils ont même propriété physico-chimique. Ce sont deux molécules qui sont difficilement discernables. Il existe effectivement des procédés physiques à même de les différencier. Jusqu'à une époque récente, il était difficile quand même dans la pratique de les différencier. Voici les trois formes associées à un acide alpha-aminé. Partons d'un acide alpha-aminé, toujours RCH, NH2.
COOH du fait de la proximité de ces deux groupements, sachant que les amines sont des bases, les acides carboxyliques, d'après la définition de Bronsted, un acide est une espèce chimique à même de libérer au moins un proton H+. Ce proton H+, peut être libéré et capté par cette base NH2, enfin, le représentant des bases, qui est une espèce chimique capable de capter au moins un proton H+. Ainsi, cette molécule, du fait de la proximité de ces deux groupements, cette molécule va se retransformer en un ion dipolaire, RCH-NH3+, CO-. Nous assistons à l'avènement, à la naissance d'un ion dipolaire qu'on appelle l'amphion, le plus souvent noté par Z plus ou moins. Et nous allons voir le comportement de cet amphion. L'amphion peut avoir un comportement acide. L'amphion peut avoir un comportement basique. Autrement, l'amphion est un ampholyte. Si l'amphion est un acide, c'est qu'il libère un H+. Il va libérer un H+. Si l'amphion est basique, c'est qu'il va capter un H+. Ce que nous allons écrire ici. Si l'amphion libère un H+, c'est ce H+, qui est libéré. L'amphion va se transformer en quoi? Il va se transformer en RCH, NH2, CO-. L'amphion étant acide, il va libérer un H+, il va se transformer en sa base. Sa base n'est rien d'autre que l'anion, qui est le plus souvent noté par Z-. Si l'amphion est basique, il va capter un H+. Si l'amphion capte un H+, celui-ci vient se coller là, nous obtiendrons RCH, NH3+, COH, excusez-nous. L'amphion étant basique, il va capter un H+ pour se transformer à son acide, qui est le cation, qui est noté le plus souvent par Z+. Donc nous avons deux couples. Le couple où l'amphion est acide, autrement, le couple où l'amphion est acide, la base qui lui est associée, c'est l'anion, Z plus ou moins, l'amphion est acide, la base qui lui est associée, c'est l'anion, Z moins. Nous avons un autre couple où l'amphion est basique et l'acide qui lui est associé est le cation. Nous avons les deux couples suivants, cation-amphion, amphion-cation, ce qui justifie que l'amphion est un ampholyte. Travaillant sur une échelle de pH, précisant les deux valeurs de pK. Ça, c'est un pKa1. Ça, c'est ce couple acide-base, on lui associe un pKa2. Précisant les deux valeurs de pKa, un pKa1 et un pKa2, l'amphion ne prédomine tant que le pH est inférieur à pKa1, c'est le cation qui prédomine. Tant que le pH est supérieur à pKa2, c'est l'anion qui prédomine. L'amphion ne prédomine que si le pH est compris entre pKa1 et pKa2. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de prédominance qui est connu. Et en général, le pKa1 est de l'ordre de 2,3 et le pKa2 est de l'ordre de 9,2, ainsi de suite, ainsi de suite. On définit pour une solution aqueuse d'acide alpha-aminé ce qu'on appelle le pH isoélectrique. C'est la solution aqueuse d'acide alpha-aminé pour laquelle nous avons autant de cations que d'amphions. La démonstration a été faite dans le cours, ce qui conduit à un pH isoélectrique, pHi, qui est égal à 1,5 de pKa1 plus pKa2. La représentation de Fischer d'un acide alpha-aminé aussi doit être... Nous aurons en ce moment, partant de la structure simple d'un acide alpha-aminé, RCH, NH2COH, vous pouvez avoir les deux représentations suivantes. Dans une première représentation, le groupe, je vous rappelle que le COH est toujours au-dessus, R est là. Dans une première représentation, vous avez le groupe NH2 qui est projeté à gauche. Dans la deuxième représentation, le groupe NH2 est projeté à droite. Là, nous avons toujours COH. Là, vous avez R. Là, évidemment, nous avons H. Et là, nous avons H. Là, nous avons l'alpha-aminé de configuration L. Le NH2 est projeté à gauche, left. Et là, nous avons le NH2 qui est projeté à droite. Là, nous avons de configuration D. Très bien. Ça, c'est de configuration L. Bon, ensuite, nous rentrons directement dans ce qu'on appelle la synthèse peptidique, à savoir
R1 CH NH2 COH plus R2 CH NH2 COH. Nous allons réaliser ce qu'on appelle une condensation. Autrement, nous allons éliminer une molécule d'eau, ce qu'il y a lieu de retenir, sauf indication contraire. Si rien n'a été décidé, nous assistons à la formation d'une liaison peptidique. L'avènement d'un groupe amide. Imaginons la scène suivante, c'est que le premier acide alpha-aminé va conserver son NH2. Autrement, nous aurons R1CH, il conserve son NH2. Voici le NH2 conservé. Mais conservant son NH2, il va activer, autrement, il va mettre en jeu le groupement carboxyle à travers le OH. Et le deuxième acide alpha-aminé va conserver son groupement carboxyle, mais il va activer son NH2 à travers un petit H qui est là. Donc le CO, nous aurons CO, le OH est parti, un H est parti là. Donc nous aurons NH, hop, nous avons CH, R2, COOH qui est conservé, plus un H là et un H là, plus évidemment H2O. Là nous avons la présence d'un groupe amide définissant ce qu'on appelle la liaison peptidique. Très bien, ça aussi. Maintenant, après, quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu pour bloquer le groupe NH2, pour activer COH, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a lieu de revoir le cours. Nous gestions dans cette partie de révision. Rapidement, nous revenons un peu sur la première partie, à savoir, travaillons avec les alcools, CN, H2N plus 2, O, ou tout simplement CN, H2N plus 1, OH. Étant entendu que nous sommes partis d'un alcool, un alcool primaire. Une fois qu'il est oxydé, il peut donner un aldéhyde. L'aldéhyde, une fois oxydé, peut donner un acide carboxylique. L'aldéhyde est mis en évidence par la DNPH, le test à la DNPH, la dinitrophénylhydrazine, qui réalise un test positif. L'aldéhyde donne un test positif à tous les testeurs qui vous seront présentés. Il réagit positivement à la DNPH, étant entendu que s'il s'agit d'un acide carboxylique, on peut le mettre en évidence par la mesure de son pH, qui est inférieur à 7, supposons qu'on est à 25 degrés. Évidemment, dans le cas d'un alcool secondaire, une fois qu'il est oxydé, ça aboutit à une cétone, laquelle cétone est un composé organique qui est testé aussi par la DNPH, étant entendu au passage que la DNPH ne peut pas discerner un aldéhyde d'une cétone, parce que c'est la fonction carbonyle qui est mise en évidence ici. Tous ces deux composés disposent de la fonction carbonyle. Ils appartiennent à la famille des composés carbonylés, l'aldéhyde et l'acétone. Et de formule CN, H2NO. Pour différencier un aldéhyde d'une cétone, il y a lieu de compléter le test en ajoutant de la liqueur de Fehling ou de réactif de Schiff ou le réactif de Tollens. Seul l'aldéhyde, je répète, seul l'aldéhyde donne un test positif avec la DNPH, la liqueur de Fehling, le réactif de Schiff et le réactif de Tollens. L'acétone ne donne qu'un test positif avec la DNPH. Partout ailleurs, il donne des tests négatifs, ce qui nous permet de distinguer un aldéhyde d'une cétone. Identifiant l'acétone, ce dont on est sûr, c'est qu'il est le produit d'une oxydation d'un alcool de classe 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Partant de là, nous allons nous focaliser sur le produit de l'oxydation d'un aldéhyde qui a conduit à un acide carboxylique. Partant d'un acide carboxylique, partant d'un alcool, par exemple un C3H8O, qui une fois oxydé, a donné du C3H6O2. Il va de soi que nous sommes partis d'un alcool primaire, CH3, CH2, CH2OH,
une fois oxydé, imaginons utiliser le MnO4- comme un puissant oxydant qui conduit à C3H6O2. L'oxydant engagé dans le couple MnO4- Mn2+, l'oxydant oxyde cet alcool qui est le réducteur. L'oxydation de cet alcool conduit à cet acide qui est effectivement un oxydant. Donc voici les couples qui sont engagés. Le couple c'est oxydant-réducteur. On a MnO4- Mn2+, qui va réagir avec C3H8O, oxydant réducteur, et là, nous avons le C3H6O2. Étant entendu qu'il faut être à même d'écrire les demi-équations, partons de là, MnO4- qui donne Mn2+, Mn, O4, plus 4H2O, 4 fois 2, 8, plus 8H+, plus 8H+, 8 moins 1, ça fait 7, 7 moins 2, ça fait 5, plus 5 électrons. Et partant de là, C3H8O qui donne C3H6O2. C3H8OO2. Là, nous allons ajouter plus H2O. C3H10. Nous allons ajouter 4H+, ici, que nous allons écraser par 4 électrons. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut multiplier là par 5, par 4, et multiplier là par 5, et faire la somme, ainsi de suite, ainsi de suite. Partant d'un acide CnH2nO2, n'oublions pas que les isomères des acides carboxyliques Cn peuvent être les esters aussi, qui peuvent s'écrire tout Cn, H2nO2. Et qu'un ester, dans une première réaction appelée estérification directe, est obtenu par action d'un acide sur un alcool. C'est une réaction limitée qui est athermique. Réaction limitée et athermique. Donc, nous avons R, CO, O, R' plus H2O. Étant entendu que nous sommes partis de l'acide R, CO, OH et de l'alcool plus R', OH. Très bien. Elle se fait dans les deux sens. La réaction inverse est appelée l'hydrolyse. Avec un très mauvais rendement, ça, c'est l'ester qui est obtenu. Comme première nomenclature, on peut avoir CH3, COOH, l'acide éthanoïque, plus CH3, CHOH, CH3, propane 2-ol, ce qui va conduire tout simplement à CH3, CO, O, CH, CH3, CH3, plus H2O. On est parti de l'acide propanoïque, forcément nous obtenons le propanoate de 1-méthyléthyle, ou bien le propanoate d'isopropyl. Ceci est le propanoate de 1-méthyléthyle ou bien d'isopropyl. À côté, nous avons l'eau. Et c'est la réaction de l'eau avec l'ester qui limite en fait cette réaction qui s'effectue avec un très mauvais rendement. On préfère, en lieu et place de cette estérification directe, pour avoir un meilleur rendement, on lui préfère une estérification indirecte. Laquelle estérification indirecte utilise toujours le même alcool, mais en lieu et place de l'acide carboxylique, on utilise le dérivé de l'acide carboxylique. Tout ce qu'un acide fait, son dérivé le fait mieux. Comment il est obtenu? Par une déshydratation. Partant d'un acide RCOOH, le soumettant à un puissant déshydratant tel que le P4O10, on peut obtenir effectivement le RCOOCO
R. À ce niveau, seuls les anhydrides symétriques sont envisagés. Là, nous avons l'exemple parfait d'un dérivé d'acide, un anhydride, sur lequel anhydride on peut faire réagir un alcool, réalisant ce qu'on appelle une estérification indirecte, aboutissant, par exemple, au même ester RCO OR' plus RCOOH. Ce qu'il faut retenir, à chaque fois qu'un anhydride réagit, il redonne dans le produit son acide de départ. Ça, c'est l'acide qui est là. Ça, c'est l'ester. Et cette réaction, elle est rapide et totale, s'effectuant avec un meilleur rendement. En lieu et place de l'anhydride, on aurait pu utiliser un chloride d'acide. Autrement, on part de l'acide sur lequel on peut faire réagir, par exemple, du PCl5, obtenant ce qu'on appelle le RCOCl, avec des sous-produits, plus PCl3, plus HCl5. Et ce chlorure d'acide peut réagir avec cet alcool toujours pour évidemment donner un ester RCOOR' à côté où nous avons HCl. C'est une réaction aussi qui se fait avec un très bon rendement. Mieux en tout cas que l'estérification directe utilisant un acide. Tout ce qu'un acide fait, son dérivé le fait mieux. À ce niveau d'écriture, voici un peu globalement ce qu'il y avait lieu de savoir. Et rapidement, nous allons revenir sur ce qu'on appelle, et pour terminer, sur les réactions de saponification. Partons d'un ester RCOOR' plus, si vous voulez, Na plus OH-, nous obtenons tout simplement RCOO-Na plus R'OH plus R'OH. Là, nous avons le carboxylate d'ammonium. Là, nous avons le carboxylate de sodium. Le carboxylate de sodium. Et à côté du carboxylate de sodium, nous avons l'alcool. L'alcool contenu dans l'ester. N'oublions pas que l'ester, c'est deux parties. Une partie alcool et une partie acide. Très bien. Et nous allons étendre cette réaction. Ça, c'est la réaction d'un ester dans un milieu fortement basique. Nous allons utiliser un triester sur lequel nous allons faire réagir une base, réalisant ce qu'on appelle la réaction de saponification. Or, comment il est obtenu le triester? Le triester, on va partir d'un acide gras RCOOH, sur lequel acide gras, on va faire réagir le propane 1, 2, 3 triol qu'on appelle le glycérol. CH2OH, CHOH, CH2OH. Nous obtenons, pour chaque OH, nous avons besoin d'un H. Donc, il y a lieu de le multiplier ici par 3, obtenant finalement le triester suivant. Évidemment, après avoir expliqué 3 molécules d'eau, expulsé 3 molécules d'eau, 3 H2O qui sont partis, plus RCOO, CH2, CH. Là, nous avons CH2. Nous reprenons le motif RCOOCH, RCOOCH2. Nous obtenons un triester qui est là. Et c'est ce triester qui va subir tout à l'heure la réaction de saponification. Sur ce triester, on va faire quoi? On va faire réagir une base NaOH, étant entendu qu'il a fallu ajouter un 3 ici, obtenant quoi? 3RCOONA. On va restituer quoi? On va restituer l'alcool qui était dans le triester. Cet alcool n'est rien d'autre que le trialcool, le glycérol, plus CH2OH, CHOH, CH2OH. Nous obtenons là ce qu'on appelle le carboxylate d'ammonium, qui n'est rien d'autre que le savon. Ensuite, après, il y a des calculs de rendement, ainsi de suite, qu'il y a lieu de faire. En attendant de voir la suite un peu de cette chimie, je vous remercie pour votre attention. Merci.